Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, une petite introduction très particulière avant la vidéo que vous allez voir. Sachez que cette vidéo-là a déjà été publiée sur une autre chaîne, Querelle, et j'ai décidé de réutiliser toutes les vidéos. Elles ont une politique éditoriale qui correspond parfaitement à Microciné, et je voulais donc absolument qu'il y ait une continuité. Deuxièmement, parce que toutes ces vidéos-là, il y a eu un véritable travail rédactionnel, un investissement aussi très profond, très particulier, et je voulais donc bien évidemment ne pas les mettre de côté. Et troisième raison, parce que ces vidéos-là m'appartiennent, et donc j'estime qu'elles doivent être chez Microciné. Voilà, donc vous êtes au courant de tout, ça s'appelle Replay. Je vous souhaite une très bonne journée, en compagnie donc de la personne que vous allez voir maintenant, ou de la thématique. Et puis, n'hésitez pas, commentaires, suggestions, like, dislike, vous faites ce que vous voulez. Ayons quand même toujours ce dialogue. Voilà. À très vite. Écoute, ça doit être un tableau de ma grand-mère, parce qu'elle était peintre. Donc, il y a un tableau précisément que j'ai dans mon salon, quand on était en Afrique, en Côte d'Ivoire. Elle peignait souvent des femmes africaines. Et voilà, un très beau tableau, lac. Euh, c'est une des premières images, ouais, qui m'a marqué, je pense, dans ma petite enfance. Genre, je m'en rappelle très très bien, et je devais avoir, tu vois, peut-être 1 an, 2 ans, quoi. Un truc comme ça. Et que représentait le tableau? C'est une mère avec son enfant dans les bras. Une mère africaine avec, tu vois, mais c'est très, enfin, tu vois, le boubou et tout ça, mais c'est très abstrait. Tu vois, c'est limite cubique, c'est un peu bizarre, de son style, mais disons qu'on ça se devine plus. Si tu regardes le tableau comme ça la première fois, tu devines pas forcément. Tu es obligé de réfléchir un tout petit peu. Après, tu comprends. Mais voilà, c'était ça. Et donc, c'est une mère avec son enfant, qui ont l'air très proches et très apaisés. Et qu'est-ce qui t'a frappé dans cette image-là de cette espèce de transmission comme ça entre la mère et son enfant? Écoute, ben, je te dis l'apaisement déjà, le sentiment de bien-être, plénitude, les couleurs qui se complètent. Enfin, tu vois, il y avait une sorte d'harmonie tout de suite qui me parlait. Et puis, c'est un lac. Je sais pas si tu vois comment c'est les tableaux laqués. Mais Oui, oui. ça brille un peu. Enfin, tu vois, et du coup, il y a un côté quand t'es petit, tu sais, t'aimes bien quoi. Et puis, je l'ai vu faire aussi tout. Enfin, je la voyais. Tu vois, il y avait vraiment l'atelier partout, et les tableaux partout. Et donc, il y avait, je pense, un côté fascinant parce que c'est mes grands-parents qui m'ont élevé petit en Afrique. Et donc, du coup, il y avait un côté fascinant de ah, c'est elle qui l'a fait, quoi. Et est-ce que ça t'a donné envie, toi, plus tard, d'essayer de toucher aussi un petit peu à ça, c'est-à-dire de créer avec tes mains quelque chose, comme le faisait ta grand-mère autrefois? Ouais, carrément, ouais. Bah, complètement. Déjà, en plus, elle m'a appris à lire. Donc, du coup, je savais lire à 3 ans. Enfin, tu vois, une- on était très fusionnels, elle et moi. Et ça me fascinait vraiment. J'étais très admiratif. Et je comprenais, j'ai compris tout de suite que c'était très compliqué et que ça nécessitait vraiment beaucoup de temps, beaucoup de précision, de travail. Et d'ailleurs, ça n'a pas influencé comme moi, hein, parce que ça a influencé par exemple mes oncles. Il y en a un qui est restaurateur de tableaux, etc. Et du coup, moi, je me suis mis à dessiner très petit et je dessinais assez bien. Enfin, c'est ce que je pensais jusqu'au jour où j'ai rencontré vraiment des gens qui savent très bien. Bah, tu vois, à chaque fois, tu te tapes des 18 de moyenne, t'es là, t'as un peu le melon, tu te dis, ouais, c'est cool, c'est moi le meilleur en dessin. Et puis un jour, tu rencontres vraiment des mecs qui savent dessiner, et puis tu fais, bon, ok, je vais changer de voie. Mais voilà, disons que je dessinote un peu, quoi. Je voulais faire de la BD, voilà, c'était plus mon truc, BD. J'étais très, voilà, je faisais souvent des petites BD, des petites choses comme ça. Et, mais c'était très souvent monochromatique. J'étais souvent en noir et D'accord. blanc. Et très souvent, c'était feuille blanche, stylo bic. J'adorais Mhm. dessiner au bic. Et quelles étaient tes inspirations? Enfin, tu lisais quoi à ce moment-là? Déjà, c'était quelle période? C'était les années 80? C'était Alors un moi, peu... je suis né en 77.
Donc, D'accord? on est dans les années 80, début des années 80. Et qu'est-ce que je lisais comme BD à l'époque, tu veux dire? Oui, ce qui te permettait de t'identifier, toi, ensuite pour poursuivre tes travaux en tant que apprenti ou Euh, bédéiste. Écoute, il y avait, bon, il y avait des classiques, tu vois, genre Tintin. Je Ouais. déteste Tintin, c'est horrible. Mais il y avait en tout cas. Donc Tintin, Lucky Luke, Astérix, des choses comme ça. Enfin, tu vois, des Belges connus. Et puis les pieds nickelés, tu vois, ce genre de truc, Razor, tu vois, fluide glacial. Et je pense que le mec qui m'a le plus marqué, en fait, c'est Gottlieb. Tu vois, le côté petite coccinelle, tu vois, le côté il faut décortiquer tout, tu vois, et si tu décortiques tout et que tu prends la peine, tu te rends compte qu'il y a des trucs que t'as pas vu la première fois, qu'il y a des petits gags, qu'il y a des petites références et tout. Et ça, moi, j'aimais bien faire ça. En général, quand j'avais fini un dessin, je m'amusais à faire la petite coccinelle Gottlieb, quoi. Je mettais dans un coin une petite référence, une petite vanne en plus, ou à l'arrière-fond, tu vois, un truc marqué sur un journal, c'était jamais au hasard, c'était pas genre, c'était vraiment un truc marqué qui avait du sens ou qui était marrant. Enfin, en tout cas, j'essayais, quoi. Mm. En tout cas, tous les auteurs que tu as cités, ils ont une particularité. Déjà, ils ont commencé plus ou moins dans les années 70, mais il y a aussi, ils ont un humour très pince sans rire. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, et cet humour-là aussi les a beaucoup aidés à voir la société autrement, d'où leur, par rapport à leur caricature, tout ça. Est-ce que toi, t'as conservé cet aspect-là pour voir autrement cette société avec cette distance? Ouais, je pense. Après, je sais pas, c'est peut-être un petit peu prétentieux de dire ça, mais j'ai un rapport à, comment dire ça sans paraître prétentieux. On va dire que, en fait, j'étais un enfant un peu surdoué. J'avais un QI assez élevé. Et donc, du coup, si tu veux, quand je prends le recul sur ma petite enfance, sur mon enfance, je n'ai pas l'impression d'avoir tant évolué que ça, la personne adulte par rapport à l'enfant que j'étais. C'est tout, j'étais très conscient de beaucoup de choses, et notamment probablement parce que c'était l'Afrique hein, qui m'a fait ça, mais si tu veux, j'ai toujours été un peu, comment on va dire, antisocial. Et donc il y avait ce truc de j'aimais pas la société, et j'étais très critique envers mon pays, tu vois, et du coup oui, enfin je cherchais souvent la petite bête quoi. Il y avait un truc où je remettais constamment en question, si tu veux, ce qu'on me proposait à l'école. Par exemple, enfin, tu vois, tout ce qu'on pouvait enfin, tu vois, mon grand truc, c'était de lever la main en cours et de dire, excusez-moi, c'est très, je sais pas, j'étais petit hein, quand je faisais ça, je disais, excusez-moi, c'est super ce que vous nous dites là, mais en fait, quelle est la preuve concrète? Parce que là, vous nous le dites, mais c'est quoi les preuves? Et ça passait pas du tout, tu vois. Donc, je me suis fait virer un nombre incalculable de fois. Je me suis viré des dizaines de fois. Et puis, j'ai fini à la DAS en institution de rééducation Hum. médico-psychologique. Ouais, ouais, je vois Donc ça. voilà, voilà les psy, les Hum. batteries de psy jusqu'à 18 piges. Donc voilà, j'ai, disons que et dans mes dessins, c'était pareil. Il y avait, enfin ouais, pour revenir à ce que tu disais, quoi, sur le côté un peu caustique. C'est-à-dire que oui, critiquer la société sans être frontal, sans être nos passaran, quoi. Hum. Plus parce que quand t'arrives et que tu fais nos passaran, tout le monde te dit vas-y, t'es gentil, tu te casses, tu me fais pas la morale, tu vois. Donc, en essayant d'être drôle, quoi, en essayant voilà, de tourner en dérision un petit peu les problèmes. Voilà. Alors, je me permets peut-être une petite parenthèse parce que tu as cité, tu as dit deux choses qui m'ont assez interpellé. Oui. Tu peux ne pas en parler si tu peux ne pas vouloir développer si tu le souhaites, mais à un moment tu dis, est-ce que pour parler un petit peu, pour en arriver au fait de me dire que tu étais un peu antisocial, voire même un peu plus, tu me dis, est-ce que c'est parce que c'est l'Afrique et je critiquais beaucoup mon pays? Ouais. Quels sont les liens entre, est-ce qu'on parle de colonisation? Tu voulais parler de ça? De quoi tu voulais parler exactement quand tu dis est-ce que c'est l'Afrique et d'à côté, je critiquais beaucoup mon pays. Si tu veux, en fait,
moi, quand j'étais petit, bon, je vivais donc avec mes grands-parents. Mon grand-père, il était neuropsychiatre, médecin, il traitait Mhm. psychiatriquement des Africains, ce qui était très intéressant. Mais ça faisait des années qu'il faisait ça. Mon père également a vécu en Afrique longtemps, etc. Et du coup, c'était pour me faire profiter de l'expérience. Et en gros, mon grand-père voulait se barrer. Et puis on lui a dit, écoute, non, on a besoin de toi ici, donc reste et on te file une super baraque. Donc en gros, moi, tu vois, je vivais dans une baraque de ministre, d'un ancien ministre, faite en marbre, avec piscine et tout. Et dans un truc honteux, enfin, tu vois, avec ce qu'on appelait les boys à l'époque, que je Mhm. déteste. Tu vois, avec une cloche, tu vois, tu les sonnes pour qu'ils viennent faire les trucs. Enfin, tu vois, pour moi, c'est invraisemblable quand j'y repense aujourd'hui. Et, euh, et si tu veux, quand je sortais dehors, c'était à Boaké, je voyais la misère concrète, quoi. Et en fait, je comprenais pas. Et j'étais très conscient, tu vois, parce qu'on m'appelait. Euh, Enfin, non, c'était pas moi qu'on l'appelait, mais ma grand-mère, on l'appelait Madame Docteur, par exemple. Et on la sollicitait beaucoup, etc., parce que c'était la femme du docteur. Et du coup, si tu veux, tu te rends compte instantanément que tu n'as absolument pas le même statut de par ta couleur de peau. Ouais. Du coup, moi j'étais en interrogation, quoi. Ça me faisait souffrir très jeune, quoi. Je me disais, mais pourquoi moi je suis dans une opulence pareille et ceux à côté de moi, ils crèvent la dalle, quoi. Avec, tu vois, des cases, avec, ou alors des toits plats, sans bouffe, tu vois, le marché avec l'odeur un peu de la misère, tu sais, des mouches dans les yeux, les petits qui se bagarrent, qui se foutent sur la gueule pour du pain, pour quoi que ce soit. Et du coup, je reviens en France, je me rappelle, et je crois qu'un des premiers cours que j'avais, c'était les bienfaits du colonialisme. Tu vois. C'est quelle année, ça, à peu près, approximativement, quand tu C'est, reviens? euh, je sais pas, j'ai envie de dire un peu n'importe quoi, je sais pas, 86, je sais pas, tu vois, ça devait être dans ces eaux-là. Euh, et du coup, moi j'étais en fait, enfin j'ai toujours eu conscience que la colonisation c'était mal, quoi. En fait, on Mhm. n'y allait pas du tout, enfin pas pour tout le monde encore une fois, hein, mais qu'on n'y allait pas du tout par altruisme, mais pour s'en foutre plein les poches, en vérité. Et donc du coup, pour moi, c'était de l'exploitation pure et simple. Et de mon point de vue, ça continue encore. C'est-à-dire que même si on te parle tu vois, on dit, hey, la colonisation c'est fini. J'ai envie de leur dire, ouais, le CFA il est pas fini, hein, pour autant. Donc, par exemple, enfin, tu vois, je pourrais en parler des heures. Là, je vais pas en parler, je vais pas Oui, développer, bien sûr. mais enfin, j'estime que si l'Europe, la France, elle est aussi forte aujourd'hui, c'est parce que, entre autres, on pille l'Afrique depuis des années. Et donc, j'ai comme, tu vois, la phrase de mon grand-père, c'était quel est ton village? Il me disait souvent ça. Quel est ton village? Parce que lui, il adore ça. Il a grandi en Normandie, nanana. Et donc, et moi, je répondais Boaké. Parce que pour moi, mon village, c'est Boaké. Quand j'étais petit, c'était l'Afrique, mon village, tu vois. Donc, quelque part, je me sens africain dans l'âme. C'est bizarre à dire, quoi, mais. Et du coup, j'ai toujours eu la haine, et j'ai toujours la haine aujourd'hui un peu contre ce système. Tu vois, enfin voilà, on va là-bas, on pille tout et on s'en va. Et ça me rend fou, quoi. Ça m'attriste. Enfin, c'est vraiment le truc qui me fait le plus de mal, quoi. Donc j'étais en rébellion vraiment par rapport à ça, dès très très jeune, quoi. Très très jeune. Quand tu arrives en France en 86, tu as à peu près 9 ans, 10 ans, à part la Je, bande je, dessinée. je suis pas Pardon, arrivé, je suis arrivé un petit peu avant, mais là, l'anecdote dont je te parle, ça devait être dans ces eaux-là. d'accord. Quels ont été tes échappatoires, à part la BD, quand tu es en France? Écoute, le cinéma. En fait, tout de Tout de suite le suite, cinéma. Tout de suite le cinéma, donc. ouais, parce que en fait, j'ai découvert. Bah, mon père, en fait, il avait. En fait, c'est toujours un mec qui a aimé la technologie. Tu vois, c'est le premier à avoir des compacts disques, par exemple, etc. Et en fait, il avait une énorme télé, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Tu vois. Et en fait, il avait vraiment une énorme télé et un magnétoscope. Et c'était tellement les premiers magnétoscopes que même la télécommande, il y avait un fil. Tu vois. C'était pas Ah genre oui, infrarouge. Tu vois, il y avait un fil et tout. j'ai connu ça Et aussi. voilà. Et il travaillait BNP Paribas. Tu vois, il avait une bonne situation.
Et donc, il y avait un vidéoclub et il louait énormément de cassettes. Et même mes grands-parents en Afrique, pardonne-moi, je me sers un petit verre. Je t'en prie. Même mes grands-parents en Afrique étaient très littéraires. Tu vois, il y avait des livres partout, de la peinture partout, et ils écoutaient, parce qu'il y a quelques émissions françaises qui passaient. Donc, tu vois, il y avait beaucoup d'émissions littéraires, tu vois, Bernard Pivot, tu vois, les bouquins, il faut faire attention aux bouquins, les mots sont importants, elle m'a appris à lire, tu vois. Donc, euh, je me suis tout de suite rendu compte quoi, que la culture était importante et surtout, il regardait des films. Il regardait des films tout le temps et souvent des classiques. Et c'est en Afrique, enfin, d'ailleurs, je te dis une connerie, c'était juste en revenant en France, mais je vois, j'ai découvert Psychose de Hitchcock à, je sais pas, à 6 ans, tu vois. Et en fait, parce qu'ils s'en foutaient, tu vois, je regardais avec eux. Et ça, c'est mon premier trauma, c'est mon premier trauma, quoi. Quand je vois, tu vois, la mère se retourner et le squelette, et, I'm not my Bates, et je fais oulala, et j'étais, je sais pas comment dire, quoi. Instantanément, j'ai eu le goût un peu pour les films un peu bizarres, un peu d'horreur, un peu truc. Et j'étais très jeune, hein, je sais pas quel âge j'avais, entre 8 et 10 ans, j'achetais Mad Movies. J'achetais Mad Movies tout le temps, et dans la cour, je rendais les gens ouf. Parce que tu sais, j'ouvrais Mad Movies et tout le monde était là, ah, mais c'est dégueulasse et tout. Et moi, en fait, ça me paraissait pas du tout dégueulasse, ça me paraissait fun, parce que je voulais être prothésiste. Toi, je voulais faire toi, du maquillage. Donc moi, je m'intéressais vachement aux techniques de comment est-ce qu'on fait le maquillage. Toi, j'achetais de la pâte à modeler, puis je me faisais des faux doigts, je me faisais des fausses cicatrices. Puis après, je regardais, il disait Adam, il y avait un magasin qui s'appelait Adam à Montparnasse, à Paris. Et donc, du coup, j'y suis allé, et j'ai acheté de la ginate, essayer de voir un Mhm. peu comment on faisait pour, tu vois, pour faire les maquillages et les machins. Et donc j'étais vraiment là-dedans, j'étais vraiment dans le ciné, j'avais des posters de Freddy, Vendredi 13, tu vois, dans le cinéma d'horreur tout de suite, et ensuite Verhoeven, tu vois, Robocop, Terminator, mais très très jeune quoi, à partir de, ouais, à partir de 7-8 ans, Star Trek, Star Wars, voilà, science-fiction, horreur, c'était vraiment ça mon truc, il fallait que ça sorte de l'ordinaire, il fallait que ça soit pas concret, quoi. Je, Il je- fallait que... je- je vais te dire pardon de t'avoir interrompu, mais Je t'en prie, non, non. après on peut s'interrompre aussi mutuellement, n'hésite pas. J'ai cette impression que on est de la même génération. Je suis légèrement plus vieux que toi, 76, et donc je comprends parfaitement ce que tu dis concernant les films d'horreur. J'ai cette impression que notre génération, euh, dans les années 80 surtout, enfin quand on être enfant dans les années 80, c'est surtout et être passionné de cinéma, c'est surtout se confronter d'abord et avant tout aux films de genre. Alors que quand tu compares la génération d'enfants dans les années 50, 60, il n'y avait pas autant de films d'horreur, c'était plutôt des films qu'on considère aujourd'hui comme des classiques, des films adultes. C'est très très bizarre comme sensation là. Par exemple, quand tu as 12 ans en 62, 63, bon bah tu vas voir l'année dernière à Marianne Bad à La Rainée. Et tout de suite, tu deviens adulte. Nous, en 82, 83, on attendait avec impatience, je pense, hein, je pense tu seras d'accord avec moi là-dessus, on attendait avec impatience de voir La Chose, par exemple, de Carpenter. On en avait entendu parler et il fallait absolument qu'on voit ça. J'ai l'impression qu'on avait très vite déterminé ce que c'était que le cinéma pour notre génération, à savoir, c'est ça, c'est les films d'horreur. Après, bon, chacun grandit, puis après on découvre autre chose, mais et puis avec Canal+ en 84 qui est arrivé, et ça a été juste extraordinaire parce que ça nous a vraiment donné la possibilité de voir une pléthore de films de genre qu'on pouvait même pas imaginer et qui en plus étaient, comment dire, secrets. Voilà, c'était des choses secrètes, quoi, qu'on arrivait à. Et j'ai l'impression qu'on a un rapport avec les films d'horreur de notre génération qui est très très forte. Je sais pas ce que tu en penses. Si, 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 je pense que tu as raison. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas. Et quand je me rappelle de mes amis à l'époque, et beaucoup d'amis, même très très jeunes, on était en surkiff. On attendait les Robocop, on attendait les Terminator, on était comme Oui, des fous, quoi. exactement. Alors, juste une petite chose avant de continuer, parce que j'ai peur d'oublier cette question-là. Tu as dit beaucoup de choses assez très très belles sur ton rapport à l'Afrique.
aujourd'hui, déjà, premièrement, est-ce que tu y es retourné? Et deuxièmement, et deuxièmement, est-ce que ça t'arrive parfois de prendre le pouls un peu de ce continent à travers son cinéma? Donc, c'est-à-dire, est-ce que il t'arrive un peu comme ça d'aller voir un peu ce qui se passe dans ce continent à travers son cinéma au jour d'aujourd'hui, quoi? Alors écoute, non, en fait, j'y suis pas retourné et non, je prends pas le pouls du cinéma africain à part sur YouTube de temps en temps quand je vois quelque chose, parce que en fait, tout simplement, moi que je dise une connerie, mais c'est très très peu exporté. Et quand c'est le cas, c'est très peu diffusé. Enfin, tu vois, en tout cas, ça arrive pas jusqu'à moi. Mhm, Et je sais que moi, j'ai travaillé un peu à Courtrajmé et mhm. Toumani, là, qui est parti en Afrique, qui fait des films. Donc, il y a des trucs qui sont sortis, donc des trucs que probablement je vais voir. Il y a un film, je sais plus comment ça s'appelle son film, désolé, j'ai Je t'en oublié. prie. Mais ça va, enfin, en tout cas, c'est sorti et il m'a expliqué, ils m'ont dit que en fait là-bas, en ce moment, c'est carrément, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas, c'est un jeu de mots avec Bollywood. C'est Euh, Nollywood. voilà, Nollywood, C'est au exact. Nigeria. C'est au Voilà, Nigeria. voilà. Et en fait, on m'a dit, mais mec, c'est la folie. C'est-à-dire qu'il y a un nombre incalculable de films qui se font, des développements partout, enfin que c'est en plein essor et que du coup, enfin voilà, en plus c'était une nouvelle technologie et tout, parce qu'en plus maintenant il y a Internet, donc les gens savent ce qui se passe partout, tu vois. Et du coup, apparemment là, c'est en pleine explosion. Et je t'avoue que ça me frétille un peu. Là, je suis en train de, tu vois, c'est en train de m'appeler un peu. J'ai en train de faire, ouais, attends, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais, du coup, qu'il se passe des trucs. J'ai pas encore vu ce que c'était, mais je sens qu'à un moment donné, je vais y aller. Après, pourquoi j'y vais pas aussi, c'est parce que c'est un peu douloureux pour moi. Il y a un truc, je sais pas, c'est pour ça que j'y suis pas retourné aussi, je pense, je sais pas, je saurais, enfin, c'est un peu intime, quoi, mais disons Mhm. que ça me, enfin, je fais peut-être un petit blocage. Je sais pas. C'est possible. Quand on voit tes différentes vidéos, il t'arrive souvent d'évoquer déjà ton amour indéfectible pour le rap, d'une part, et d'autre part aussi ton métier de comédien. Comédien et metteur en scène aussi, si je me trompe pas. Et donc, moi, question extrêmement indiscrète, avant d'arriver à Merej, le meilleur youtubeur de France, qu'est-ce que tu as fait? Comment... Est-ce que le cinéma a toujours été là? Je veux dire, dans les Ouais. différentes... D'accord. Ouais, en fait, le théâtre, c'était un petit peu par hasard, en vérité. Moi, comme je te disais, j'étais donc un peu en maison de redressement, quoi. Ouais? Et en fait, la plupart des gens là-bas, moi, tu vois, en 18 ans, il y a que deux mecs qui ont eu leur bac là-bas, sur les centaines de personnes, dont moi et un autre mec, tu vois, à 18 ans d'intervalle, tu vois. Et en fait, les mecs, je les ai traumatisés. En fait, comme j'étais vraiment très très bon élève, ils m'ont fait une faveur, ils m'ont dit, plutôt qu'aller faire BEP chaudronnerie ou je ne sais quoi, parce que c'est tout ce qu'on faisait, tu vois, on avait tous dans des... Ils m'ont dit, bah écoute, vu que t'es bon, on va te permettre d'aller à l'école à l'extérieur. Donc du coup, j'allais à l'école, dans une vraie école, à Moléon, dans le Béarn. Et ensuite, j'ai changé à Pau. Donc, ouais, Moléon, c'est Pays Basque et Pau dans le Hmm. Béarn. Et donc, du coup, j'allais en fait à l'école. Et comme un fait exprès, enfin, c'était vraiment une coïncidence de ouf, à Pau, il y a une des seules écoles de France qui fait le coef 7 théâtre-cinéma. Tu vois, c'est la full option, tu vois. Mhm. Et donc, moi, quand j'ai appris ça, je veux m'inscrire en cinéma direct. Et donc, je suis allé voir le prof enfin, je me suis inscrit en cinéma. Et on m'a dit, ouais, mais en fait, désolé, il n'y a plus de place. Et donc, moi, j'ai fait, oh merde, j'étais dégoûté. Et la nana me dit, mais il y a de la place en théâtre. Et pour l'instant, il y a 16 filles, un mec. Et moi, comme j'étais, tu vois, en internat que avec des mecs, j'ai fait, vas-y. Y a pas de problème, on va en théâtre tout de suite. Et donc, du coup, c'était vraiment uniquement parce que j'ai entendu ça. Tu vois, j'ai fait, ok, on y va. Pardon. Et du coup, là, j'ai découvert le théâtre.
Et j'avais en fait parmi les meilleurs profs que j'ai jamais eu. Tu sais, c'est incroyable parfois la vie, quoi. Et tu sais, ils m'ont appris vraiment des trucs, toutes les bases, tu vois, les maîtres à penser, Peter Brook, Mouchkine, etc., etc. C'est vraiment des très très bons gars. Et en plus de ça, je suis allé voir le prof de cinéma et je lui ai dit, écoute, Jean-Paul Duchon, paix à son âme, je lui ai dit, écoute, moi, euh, je, c'est impossible que je fasse pas cinéma. Donc, est-ce que c'est possible que je vienne, même si je suis pas noté, si ça compte pas pour la moyenne ou quoi, ok, mais est-ce que je peux suivre les cours et tout? Et donc, il m'a dit oui. Donc, en fait, je faisais les deux options, mais j'étais noté que sur une seule option. Mais je participais à tout ce qu'ils faisaient, les courts-métrages, les machins et tout. Donc, j'ai réalisé également des petits courts-métrages là-bas. Et quand je suis revenu en France, j'ai fait la fac, Censier, donc la Sorbonne Nouvelle. Pareil, je voulais m'inscrire au cinéma, mais il n'y avait pas de place, donc j'ai fait théâtre, full option théâtre. Et donc j'ai rencontré plein de gens, et c'est pareil, et du coup j'allais en auditeur libre. Bon, il y avait quand même des cours de cinéma et tout, hein, donc c'était cool. Mais j'allais dans plein d'autres cours en auditeur libre, des cours de ciné, etc. Et puis, du coup, j'ai continué le théâtre, quoi. J'ai fait le conservatoire. Et puis après, j'ai fait de l'école supérieure d'art dramatique pendant 3 ans avec le père de Marion Cotillard, Jean-Claude Cotillard, génie, qui lui travaille essentiellement sans parole. Donc, c'est un peu comme du mime, mais un peu étrange, quoi, un peu caustique. Et donc, du coup, je suis tombé complètement amoureux de son style. Et je suis devenu, en fait, je fais du théâtre un peu expérimental. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, je faisais tu vois, des pièces en playback corporel. Donc on enregistrait le texte, par exemple, et les acteurs sur scène le jouaient uniquement avec le corps. Donc si par exemple le texte c'était Bonjour madame, c'était pas genre, mais c'était ça. Tu vois, donc il fallait que le mouvement du corps corresponde parfaitement à la bande son et la bande son passait en continu. Donc il fallait vraiment que tout le monde se synchronise parfaitement à l'instant près. En plus, comme le spectateur n'entend pas d'où vient parce que comme c'est enregistré, tu sais pas qui parle si les gens bougent pas les lèvres. Donc tu es obligé d'induire. Il faut que par exemple s'il y a une personne qui parle, que les deux autres regardent la personne ou tu vois faire tout un tas de subterfuges. Donc c'est très très intéressant. Et puis j'ai fait d'autres trucs comme ça un petit peu étranges, genre je fais une pièce dans le noir par exemple. Tu vois où tous les spectateurs avaient les yeux bandés et donc où on jouait autour d'eux. Et ça, c'était incroyable parce que comme tu vois, le spectateur, il est confronté à son propre imaginaire, en fait, il accepte tout, il croit à tout. Et du coup, dans le noir, tu peux faire des milliards de trucs qui ne marchent pas du tout sur scène normalement. Tu vois, par exemple, une scène de cul, une scène de sexe, au théâtre, c'est horrible. La plupart du temps, parce que il y a toujours, tu sais, soit le mec ou la fille qui est super mal à l'aise, soit ça se passe derrière un canapé, soit il y en a un qui a un slip couleur chair, c'est dégueulasse, tu vois. Soit ils font semblant, et ça se voit qu'ils font semblant. Enfin, tu vois. Alors que là, dans le noir, t'avais juste à mettre, je sais pas, juste un petit râle féminin, masculin, tu vois. Juste et en fait, il y avait besoin de rien faire, comme toi, tu l'imagines, tu gobes. Et donc, du coup, on allait dans des directions absolument incroyables. Et c'était mon meilleur travail, je pense. C'était vraiment, vraiment très, très cool. Et du coup, voilà, j'ai toujours surfé sur un truc comme ça. Et parallèlement à ça, j'ai fait pas mal de courts-métrages. J'ai beaucoup travaillé avec des potes sur des courts-métrages de kung-fu parce que j'adorais le cinéma asiatique. Donc, on travaillait avec Sedina Baldé, qui était Mhm. champion de karaté, champion du monde, je crois, de je sais plus en quelle année. Et voilà, on a fait pas mal de petits trucs. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré du coup euh, Mohamed Mazouz, high-tech du groupe de rap La Caution. Et lui, en fait, il m'a donc été affilié à Assassin. Moi, Assassin, c'était mon groupe préféré. J'étais là, Ouais, bah oui. j'étais Ah, en mode groupie, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Et du coup, en fait, il m'a fait rencontrer Courtrajmé. Et du coup, je suis devenu le prof de théâtre de Courtrajmé. Donc, je suis arrivé, en fait, la seule problématique, c'est que en fait, je suis arrivé à la fin. Parce qu'en fait, je suis arrivé pendant la préparation du Chétan.
Donc Mhm. on va dire, coaché tous les comédiens pour le Shaitan. Et puis, en fait, après le Shaitan, bah, ça s'est dispersé, quoi, parce qu'en fait, ils ont arrêté de faire des petits trucs, ils ont fait du vrai cinéma, quoi, Kim et compagnie. Mais c'était une expérience de ouf. Et surtout, grâce à Hightech, enfin Mohamed, j'ai rencontré des gens qui étaient dans le milieu, quoi, qui étaient professionnels, enfin, qui rigolaient pas. C'était la bagarre, quoi, vraiment. Enfin, tu vois. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux un peu sur, ouais. Enfin, ça m'a fait rentrer un peu dans un autre monde, quoi. Tu vois, parce que de toute façon, en vérité, ça marche que comme ça. Le milieu du cinéma et même du théâtre, c'est qui tu rencontres et la famille que tu crées autour de toi. En vérité, si tu as du talent mais que tu rencontres personne, c'est pas obligatoire, mais il est fort probable que tu ne fasses rien parce que tout le monde va s'en foutre parce que tu es introduit par personne, quoi. Si, si, malheureusement, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Et donc, si j'ai bien compris, dans tous les courts-métrages dont tu me parles, que tu évoquais, dans lesquels tu as travaillé, c'était notamment en tant que directeur d'acteur. Alors, bah, il y en a. En fait, ça dépendait. Je faisais plein de trucs différents. Au début, j'étais cadreur aussi. Donc, je Donc, tu as faisais touché à la caméra, hein. Tu as vraiment ouais, touché à la caméra. Hmm. ouais. Je faisais cadreur, je faisais comédien, je faisais direction d'acteur. Je participais à l'écriture du scénario. Parfois, j'étais là. J'avais aucun statut particulier, mais je dirigeais quand même plus ou moins les choses ou je donnais des conseils. Parfois j'étais co-réalisateur, parfois j'étais réalisateur. Euh, mais si tu veux, dans la technique court-métrage, Mohamed notamment, il y avait un truc qui est très cool, je trouve, c'est en fait fais. Ferme ta gueule, mais fais-le. Tu vois, et donc du coup, il n'y a pas tellement d'ego de qui fait quoi, mais juste il faut le faire, donc on se bouge le cul et on le fait, quoi. Sans que ça soit, tu vois, c'est moi qui l'ai fait, c'est ceci, cela, enfin tu vois, ça c'était vraiment bien, quoi. Avant que le confinement, avant que nous subissions le premier confinement, est-ce que tu continues, tu étais, enfin, tu continuais à diriger, à mettre en scène des pièces de théâtre ou à travailler dans ce milieu-là, entre cinéma et théâtre, avoir un pied dans les Ouais. deux? Ouais, carrément. Bah, en fait, je travaillais avec donc le Grand Colossal Théâtre et Mhm, Dacha Théâtre, et moi-même parallèlement tout seul parce que bah, je fais mes projets tout seul aussi. mhm. Et donc, bah, j'ai juste avant le confinement, enfin 6 mois avant, j'ai réalisé mon premier long métrage. Voilà, en autoproduit, enfin, que j'ai co-réalisé avec Hightech, donc avec Mohamed Mazouz, et qui s'appelle La Conspiration, et qui est adapté d'une pièce de Alexandre Markov du Grand Colossal Théâtre, dont Hightech a réalisé également lui tout seul cette fois-ci un autre film qui s'appelle Batman contre Robespierre et C'est pas ouais, ouais, mal. C'est un ouais, bon ouais, titre, ça. ouais, la pièce est géniale en plus et qui est en gestation depuis très longtemps. Alors c'est des films qui sont faits sans pognon, donc c'est assez compliqué, Oui, ça oui, met très longtemps, ça met je, trop longtemps à sortir. je Et comprends. puis et puis en plus moi je me suis embrouillé de ouf avec toute ma camaraderie. Je les ai un peu clashés, j'ai un peu pété les plombs. Donc c'est moi le fautif, hein, je tiens à le préciser. Et donc du coup là pour l'instant mon projet fait dodo parce que j'attends que les tensions redescendent avant Tu parles, de. tu parles de la conspiration ou tu parles d'un Ouais. autre projet? Non, je D'accord. parle de la conspiration. C'est en fait mon premier long. Toi, le dernier jour, j'ai pété un câble. J'ai fumé, en fait, on a shooté le dernier plan et comme ça s'était pas passé exactement comme je voulais, enfin, j'ai eu des bâtons un petit peu dans les roues et des crises d'ego, un petit peu ceci, cela. J'ai pété un câble. Mais il y avait plusieurs raisons. Ça se tournait dans ma maison familiale. Il y avait des trucs avec, enfin, tu vois, des trucs qui avaient été cassés, des choses qui avaient été dites à mon père qui n'étaient pas cool. Tout un tas de trucs qui ne méritaient pas du tout, si tu veux, le coup de pression que je leur ai mis. Mais comme j'étais dans une sorte d'état second, que j'étais extrêmement fatigué, parce qu'en fait, en plus je jouais dedans, quand tu réalises, on avait que 2 semaines pour le faire, tu dors pas, en vérité. Parce que Ouais. tu étais là, tu fais. Et même en fait, pour les rassurer, j'étais obligé de faire semblant de dormir, parce que tout le monde me disait, mais va dormir, va dormir.
Et du coup, je faisais semblant, tu vois, j'allais dans la chambre, mais je pouvais pas dormir, c'est impossible, mon cerveau, tu vois. Et donc, je travaillais encore dans le lit, tu vois. Mais du coup, j'étais dans une sorte d'état Second. second, Ouais, ouais. second. Et En du fait, coup, j'ai pété un plomb très violent. Et du coup, je suis embrouillé avec tout le monde. donc ton film n'est pas encore passé en post-production. Pour l'instant, rien du tout. J'ai monté quelques scènes tout seul, là. Mais Mhm. ça fait pas longtemps, hein. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois que j'ai commencé. Parce que jusqu'à présent, je pouvais pas. Et voilà, j'ai commencé à regarder un peu. Mais voilà, pour l'instant, tu vois, les retours que j'ai, c'est, tu vois, j'ai à la fois, elles sont où les images, et à la fois, je veux plus jamais entendre parler de ce film, tu vois. Donc j'ai envie de te dire que la chaîne YouTube est arrivée à point nommé. Ah bah ouais, 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 la chaîne YouTube, moi, c'était vraiment, bah en fait, quand le confinement est arrivé, je reprends toujours cette image, mais tu vois, j'avais vraiment l'impression d'être, tu vois, dans Star Wars, et que les murs se resserraient, tu vois, dans le vide Ah, ordure, tu vois. l'épisode 4. Voilà, et j'ai fait, c'est pas Ah, possible, en fait. Hmm. Ouais, ouais, bah, la guerre des étoiles, quoi. Je fais non, Hmm. non, non, il faut que je fasse un truc. Il faut absolument que je fasse un truc. Et comme bah, j'avais rencontré David de Filmtalker par hasard dans la rue, et que en fait il s'est avéré que c'était mon voisin d'en face, c'est incroyable. Je vois David de Filmtalker, je fais hey, salut David de Filmtalker, je suis fan, machin. Et je dis putain, moi aussi, blablabla, c'est cool. Je lui fais t'habites dans le coin, il me fait ouais, j'habite là. Je fais ah bon? Je suis bah moi j'habite en face de toi. C'était trop Pardonne-moi, marrant. pardonne mon indiscrétion, est-ce que tu es parisien ou tu es plutôt de la périphérie ou ailleurs? Non, je suis à Agnières. Ah, Agnières, d'accord, donc, Ouais. ok, d'accord. 92. Et donc, ça veut dire que quand tu dis je connaissais David de Film Talker, c'est-à-dire que tu étais quelqu'un qui allait souvent comme ça regarder un petit peu les chaînes YouTube, voir un peu ce qui se passait. Ouais, Tu n'es ouais, pas. bah carrément, bah, j'aimais vraiment bien son travail. Et en fait, un jour, il m'a proposé de faire un truc. Il m'a dit, bah viens faire une critique. Donc moi, j'ai dit, bon bah ouais, ok, vas-y, on y va. Et je sais pas pourquoi, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire quelque part dans ma tête, mais ça me semblait très très compliqué. Et quand en fait j'ai vu comment il faisait, ça m'a complètement décomplexé. Non pas que ça soit facile, mais en fait, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'était que ça paraît con de dire ça comme ça, hein, mais c'est que c'est monté en fait. Et en fait, bah, quand tu dis une connerie, parce que moi j'avais peur de dire des conneries en gros. Et en fait, bah, tu coupes quoi. Tu sais, en fait, tu coupes et toi et je vois David qui commence, il dit une connerie, puis il arrête, il recommence. Et tu sais, dans ma tête, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en fait, t'es con. C'est du cinéma aussi quoi. Voilà, tu coupes les trucs qui sont pas bons quoi. Et du coup, je me suis dit, allez, ça suffit, je me lance. Donc, on a fait aussi une rétrospective de Palma en 6 heures, c'était génial et tout. Ça m'a donné un peu de confiance. Et puis, je me suis dit, le confinement, j'ai que ça à foutre. J'avais encore mes petites caméras, tu vois, du tournage que j'avais acheté, voilà, Hmm. etc. Et donc, les Osmo Pocket, là. Et donc, je me suis dit, allez, on y va, banco, on essaye. Je fais un test, on voit ce que ça donne. J'ai fait un test, je me suis dit, bah, c'est sympa, ça va, je vais continuer. Et j'ai continué et j'ai fait une vidéo par jour jusqu'à présent. Et, et tu es le genre de youtubeur qui travaille à l'instinct ou tu élabores comme ça des. Tu te fais des conférences de rédaction avec toi-même en te disant, bon, planning, alors ce mois-ci, je vais peut-être faire un spécial, je sais pas, moi, Carpenter, où tu joues à l'instinct. Tu as l'instinct, tu as l'instinct. Non, je pense que je suis plus quelqu'un qui a l'instinct. Mais en fait, si tu veux, on va dire que j'ai 80% d'instinct et 20% de ce que tu as dit. Et 20% d'entrepreneur. Donc, si tu veux, même si je suis à l'instinct, j'ai toujours un mini moi qui me dit ouais, n'oublie pas qu'il faut faire ça. Et tu pourrais faire ça aussi. Et il faudrait faire ci et faire ça. Donc ça travaille. Mais si tu veux, ça j'ai appris ça au théâtre. En fait, il faut jamais être. C'est toujours très délicat d'être euh, rigide sur ses propres Hmm. attentes. Tu vois, c'est-à-dire que si tu te mets à dire ouais, il faut faire ça et ça et ça, en fait, en général, tu vas dans le mur. Parce que, enfin, il faut pouvoir dire c'est de la merde. Il faut pouvoir dire allez, on s'en fout, on efface tout et on fait complètement autre chose, même si c'est au dernier moment. Et même pour un metteur en scène, hein, même tu vois, au cinéma, c'est une grande force. T'arrives, t'as prévu, je sais pas, un plan de travail, et le mec il te dit ouais, mais le décor il est pas là. Ou ouais, mais il pleut. Ouais, mais là on peut pas shooter.
on peut pas shooter ça. Bidule, il est malade, il peut pas être là. Donc toi, tu es là, tu fais. Si t'es rigide, tu vas dans le mur parce que tu fais, eh putain, il fallait faire ça, comment on va faire et tout. Alors que si t'as une capacité d'adaptation, d'improvisation et de, en fait, tu le fais. Tu fais, c'est pas grave, on fait autre chose, on va trouver une autre idée. Tu te débrouilles. Et en fait, le ciné, c'est que ça, quoi. C'est se débrouiller avec les contingences matérielles qui arrivent, quoi. Il y a pas mal de youtubeurs et youtubeuses qui, comme la manière qu'ils ont de questionner le cinéma sur leur chaîne, on sent que ils se, comment dire, ils se créent un personnage. Donc il y a une espèce d'aller-retour comme ça entre fiction et réel, donc on ne sait pas trop, mais ça devient un personnage et et c'est très intéressant de voir ça. Moi j'ai envie de te demander, toi qui es un homme de théâtre, est-ce que ça te manque pas ce public? Parce que le public que tu as, il est là, il existe. Tu les vois au nombre de vues, mais il est derrière la matrice quoi. Il est virtuel. Est-ce que le public, quelque chose de physique, ça te manque pas? Pas vraiment, en fait. Mais tu sais, au théâtre, tu vois personne, en fait, parce que t'as les spots dans la gueule. Oui, On mais va- tu entends Oui, les oui, non, respirations, tu mais entends. évidemment, non, non, bien sûr, Voilà. même le rire et tu vois, c'est génial, hein, mais ce que je veux dire, c'est que, Pardon. non, enfin, non, enfin, là, tout de suite, ça me manque pas. Enfin, ça me manque, en fait, mais, parce que là, j'aimerais bien jouer au théâtre, tu vois, mais ça n'a rien à voir, en vérité. Mais si tu veux, la satisfaction que donne le, le nombre de vues, comme tu dis, me convient très bien. C'est-à-dire que, tu vois, parce que moi, en plus, je suis très actif sur les commentaires, je lis tout, je like tout, et je réponds quasiment à tout, en tout cas le plus possible. Et du coup, c'est instantané, quoi, quasiment. Puis je fais beaucoup de live aussi. Donc j'ai beaucoup de gens qui me parlent, etc. Je fais des lives aussi avec des mecs de ma chaîne. Donc au bout d'un moment, je rencontre vraiment les gens, où je vois vraiment leur visage, où on échange vraiment. Même si c'est par comme toi, hein, tu vois, mais même Hmm. échanger comme ça, c'est si on échange, enfin, tu vois, ça marche aussi en fait d'une certaine façon. Et enfin, on peut se rencontrer, on peut s'apprécier, on peut devenir amis d'une certaine façon virtuellement. C'est bizarre à dire, mais et donc mon ego, si tu veux, en tout cas mon ego de comédien est rassasié par le nombre de vues, de likes et de commentaires que j'ai parce que j'ai pas l'impression de travailler dans le vent, si tu veux. C'est même plutôt super gratifiant. Là, par exemple, tu vois, ma chaîne, elle est arrivée à 1 million de vues. Bon, alors voilà, c'est de la merde en fait, puisque il y en a qui font des 1 million de vues tous les 2 jours. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que pour mes 6500 abonnés, euh, jamais de ma vie en théâtre j'aurais fait 1 million de vues, tu vois, enfin 1 million de spectateurs, tu vois. J'aurais mis des années, des années, des années à faire 1 million de spectateurs, tu vois. Et donc c'est assez gratifiant, tu vois, de se dire ah c'est cool, le travail que tu donnes, il est vu, il est apprécié ou pas, mais en tout cas voilà, les gens en parlent, tu en discutes. Parfois les gens te répondent ah ouais j'ai vu ça grâce à toi, ceci, cela. Et moi en fait j'adore ça quoi. Quand un mec me dit putain ouais, je sais pas c'était hier soir, on me dit ouais j'ai acheté Time and Tide, je l'avais jamais vu, là je l'ai acheté au hasard parce que t'as dit que c'était mortel. Enfin toi ça fait super plaisir. Et donc tu comprends ce que ça peut donner sur le parce que pour l'instant, je me sens pas du tout influenceur, mais j'imagine les mecs qui ont vraiment énormément d'audience, ça doit être super galvanisant. Ça peut même être peut-être dangereux. Tu vois, tu dois peut-être même pouvoir péter un plomb en disant Je ouais, pense. Ouais, je tu pense que vois. ça peut être dangereux, oui. Tu te sens comme critique de cinéma? Alors non, pas du tout en fait. Bah, j'arrête pas de le dire. Après, on va peut-être croire que je troll quoi. Non, moi je me trouve assez médiocre hein, d'une certaine façon. Déjà parce que j'ai excessivement de lacunes. Euh, il y a énormément de choses que j'ai pas vues, énormément de pans de cinéma que je maîtrise pas du tout. Et du coup, à ce niveau-là, euh, je, enfin, c'est la honte, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Et puis, pour moi, critique, c'est plus une tradition en fait littéraire. C'est plus écrire des articles.
C'est un métier vraiment, tu vois. C'est-à-dire vraiment, euh, il faut avoir du talent. Enfin, il faut être très, très talentueux dans l'écriture. Alors, je suis pas dans l'analyse, dans le ressenti, dans la mise en forme, etc. Et pas juste, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a plein de critiques sur Première. C'est pas des critiques. Hmm. C'est des gens qui font des critiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Très Euh, bien. enfin, un grand critique, un bon critique, je sais pas, comme dans les cahiers par exemple, je sais pas, les cahiers, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est passionnant. Enfin, quand j'ouvre, j'achète pas toujours les cahiers, hein, mais quand j'ouvre les cahiers et que je lis, je trouve ça 100 fois plus passionnant que n'importe quel film, ou même si c'est cool ce film, hein, ou première que j'achète, tu vois. Parce que voilà, tu sens que les mecs ont de la bouteille, tu sens que c'est mieux, quoi. Et encore, on n'est plus dans la grande époque, mais enfin voilà, la grande époque des cahiers, par exemple, où carrément, t'as l'impression enfin, je sais pas, t'as l'impression que les mecs c'est des génies un peu, tu vois, les mecs qui écrivent, quoi. Euh, donc du coup, enfin, je me sens pas du tout à ce niveau-là, quoi. Je me sens juste, enfin, je suis très très populaire, tu vois, dans mon approche, je dirais. Donc, Ah, c'est intéressant, ce mot-là. ouais. Pour, qu'est-ce, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait dire que, pardon, je suis un légèrement rentre-dedans, excuse-moi, hein, Mais je t'en mais prie, je t'en prie. qu'est-ce qui te fait dire que, ou alors peut-être que j'ai pas très bien compris, que la Non, mais critique de vas-y. cinéma serait peut-être de type cahier du cinéma, comme Serge Danet, comme Truffaut, tout ça, sont moins populaires, enfin, ne pratiquent pas le populaire comme toi tu pourrais, tu pourrais le faire actuellement avec tes vidéos. Comme d'autres d'ailleurs sur YouTube, hein. Bah, parce que je pense que j'utilise un vocabulaire moins riche. Déjà, par exemple, j'utilise des mots, tu vois, je vais plus m'exprimer comme dans la vie. Je vais peut-être, tu vois, euh, euh, être beaucoup plus dans le ressenti que dans l'analyse, par exemple. Toi, moi, je suis quelqu'un qui va franco te dire c'est de la merde. Tu vois, Hum, tu vois. Et donc, j'ai plus l'impression de jouer le rôle de, de- du cousin, toi, de l'ami. C'est plus de la conversation de comptoir, quoi. C'est plus de la conversation entre potes, les mecs qui discutent ensemble, que voilà une vraie réflexion avec des vrais arguments et un vrai vocabulaire construit, relu à la virgule près. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout ça. Comme je te disais, moi, je suis beaucoup plus à l'instinct. Je suis beaucoup plus un jacteur que je suis un intellectuel instinctif, mais je suis pas un intellectuel, tu vois, je dirais. Mais est-ce que c'est conciliable selon toi la critique de cinéma et le monde de YouTube? En gros, critique de cinéma sur YouTube. Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que ces deux éléments qui ne sont pas antinomiques pour toi ou qui le sont? Je sais pas. Bah, j'ai envie de te dire, après peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression jusqu'à présent d'avoir vu un vrai, enfin, dans l'exigence que j'ai par rapport au métier de critique, tu vois. J'ai pas Mhm. l'impression d'avoir vu un mec vraiment, tu vois, où je me dirais, oh la vache, putain, le mec il défonce, enfin, tu vois, vraiment, je vois que des amateurs en fait. Je vois que des amateurs plus ou moins bons. Il y en a même qui sont excellents. Il y en a même Mhm. qui sont vraiment très très bons. Mais on reste, enfin, c'est ce que je disais dans une précédente interview que j'ai donnée pour les gardiens du cinéma. Oui, oui, je Je me disais, souviens. on est médiocre, quoi. On fait c'est pas méchant, quoi, mais je veux dire, je me comprends dedans, quoi, mais on fait du divertissement, enfin, voilà, c'est peanuts, quoi. Tu vois, ouais, c'est peut-être antinomique. Dans mon esprit, peut-être que j'ai tort, hein. C'est un peu comme l'huile et le vinaigre, effectivement, parce que, si tu veux, j'ai l'impression qu'un vrai critique tel que je le conçois, il a pas tant à perdre sur YouTube. Enfin, tu vois, je le vois pas. Tu vois, déjà, je le vois dans ma tête en train de dire YouTube, ça m'a saoulé. Tu vois, et de juste écrire. Pour moi, c'est une tradition littéraire. Encore une fois, c'est donc, mais c'est dans mon esprit. Hein, je dis pas que j'ai raison. Hein, après, quelqu'un d'autre pourra dire le contraire et avoir, comme dirait
Yves Pignot, on peut tout Mhm. faire et son contraire, mais pour moi, en tout cas dans mon ressenti, je pense pas. Je pense que tu as plutôt raison. Je pense que, enfin, dans ce que tu disais au début, je pense que oui, c'est un peu antinomique pour moi. Après, je ne demande qu'à être surpris, tu vois, mais voilà, je, tu- tu- ce qui s'en rapprocherait le plus comme ça, je te dis de la merde, hein, mais c'est des émissions de cinéma, par exemple, que je vois, je sais pas, là je pense au Cercle sur Canal, par exemple. Oui. Mhm. Voilà. Donc ça déjà, ça aurait plus tendance à s'en rapprocher, tu vois. Même si ça se la raconte mais ça m'intéresse quand même, hein. Je veux dire, même si Oui. c'est pas du tout encore mais tu vois, il y a quand même, on sent qu'il y a une exigence quand même, il y a quelque chose il y a un truc en plus quand même, tu vois. Et, euh, et voilà, cette exigence-là, si tu veux, je la retrouve pas du tout dans le YouTube Game. Et quand je la retrouve, elle reste amateur. Mais c'est pas méchant, hein, ce que je dis, hein. Non, non, mais j'entends bien. Mais Tu vois. je finis par te poser ces questions-là parce que, étant donné que je suis assez observateur de ce qui se passe sur le game, premièrement, effectivement, j'avais constaté que tu étais extrêmement, que tu avais beaucoup de recul avec cette question-là parce que tu y avais déjà répondu avec parcimonie lorsque tu avais donné l'entretien aux gardiens du cinéma. Donc il y a ça. Deuxièmement, j'ai vu aussi qu'il y avait avec beaucoup de retard, mais j'ai vu qu'il y avait euh, ce groupe composé de youtubeurs et de une ou deux youtubeuses qui s'appelle le CCU, je crois, si je me trompe pas, dans lesquels Ouais. tu as déjà participé. Je crois le dernier, tu as participé. Et là, je me dis, tiens, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs youtubeurs, donc plusieurs rédacteurs de chaînes différentes, qui se retrouvent ensemble et j'ai commencé à me dire, est-ce qu'ils ont cette idée à un moment où, bon, j'imagine que il y avait cette envie de faire comme dans le cercle, c'est-à-dire, voilà, on est tous là, on a tous des égos différents, des prises de position, des points de vue différents. Mais ça crée une espèce de revue, en quelque sorte. Et la question que je me suis posée, c'est que si toi, un jour, enfin, si quelqu'un vient te voir et te dit, voilà, moi j'ai ma chaîne YouTube, mais j'aimerais créer une revue c'est-à-dire une nouvelle chaîne YouTube qui serait une revue dans laquelle il y aurait plusieurs YouTubeurs qui auraient leurs propres émissions. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ou tu préfères toi plutôt rester dans ta position, travaillant sur l'instinct, en solo, tranquillement, voilà. Ah non, 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 moi j'adore toutes les expériences. Donc, non, non, le faire, tu vois, j'ai fait des podcasts aussi avec Zoltan à 3 ou 4, Oui. c'était Mhm. super. Non, non, moi je suis ouvert. Enfin, tu vois, c'est ça aussi être instinctif. Ah non, il n'y a pas de problème, quoi. Des trucs à 2, à 3, tu me proposes un truc à 40 même, je serais partant, hein. Tu vois, Non, mais là où je veux en venir, c'est que le fait qu'à un moment ou à un autre, quelques personnes se sont posé la question et on finit finalement par se dire, faisons une émission en commun, je me suis dit, tiens, ils reprennent exactement les mêmes réactions, les mêmes gestes que leurs prédécesseurs, mais dans la presse écrite, dans les années 50, 60, 70, tout ça. Mhm. Et je me dis, tiens, il se passe un truc sur YouTube. Alors, est-ce que ce qu'il en C'était, sort, c'était pas c'est... conscient, je pense. Ouais, Je pense que c'était après, je me trompe peut-être, mais c'est vraiment un truc naturel, quoi. Tu vois, ça s'est fait vraiment au feeling, euh, sans trop cogiter. Enfin, je saurais pas trop t'expliquer. Enfin, moi, j'ai vraiment cette sensation-là, quoi. C'est, on fait un truc, ouais. Tu vois, d'accord. c'est tout en fait. Tu vois, sans forcément qu'il y ait une réflexion. Zoltan, il est plus comme ça. Il a plus une réflexion. Lui, voilà, il a vraiment envie de construire quelque chose, je pense, à plusieurs. Ça l'intéresse vraiment. Euh, et donc, je pense que de toute façon, Zoltan, il est très dans la réflexion. C'est un mec qui réfléchit énormément. Et donc, lui, ouais, je pense que il aimerait bien construire quelque chose de solide. Euh, et, euh, et puis David de Film Talker aussi, je pense que tu vois, par exemple, si je sais que on se l'est déjà dit un peu, mais c'est vrai que si tu vois, on avait une émission de télé, j'ai n'importe quoi, euh,
avec enfin, lui, il adorerait ça, quoi. Je pense faire une émission de télé enregistrée avec 3-4 youtubeurs, ça serait son grand kiff, je pense. Parce que quand on vous voit dans cette, enfin, quand on les voit dans cette émission, ça leur arrive aussi de poser la question de la légitimité. Et je me dis que s'ils se posent cette question et qu'ils se permettent de se filmer en train de la poser, c'est qu'à un moment ou à un autre, c'est quelque chose qui les tiraille un peu, qui vous tiraille. Mais toi, j'ai l'impression que cette question-là, tu l'as réglée depuis très longtemps, cette la Ah ouais, légitimité de distanciation, de la critique, tout ça, c'est un ah truc ouais. que tu as réglé depuis très longtemps. Bah oui, parce qu'en fait, bah ça c'est le théâtre. En fait, le théâtre, tu te fais dégommer. Enfin, tu vois, certes, t'arrives, et tu joues devant des gens, et les gens, soit ils rient pas, soit ils applaudissent pas. Ou soit ils applaudissent comme ça, tu vois. Donc tu sais instantanément si c'est bien ou si c'est pas bien. Et surtout, en fait, euh, donc si tu veux, j'en ai tellement pris que je suis immunisé, on va dire, ça c'est la première chose. Et puis, de plus, j'ai une très très haute estime de moi-même, j'ai une très 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 haute opinion de moi-même, et en fait, la seule personne qui doit être satisfaite de mon travail, c'est moi, en fait. Et du coup, je fais vraiment les choses pour moi. Donc, si un mec vient me dire c'est de la merde ce que tu fais, ça ne va pas du tout m'atteindre parce que, en fait, ça va m'atteindre si je pense que c'est de la merde. C'est-à-dire, si je fais un truc et qu'au fond de moi, je me dis ah putain, merde, c'est un peu de la merde quand même là, ce que j'ai fait. Et qu'un mec vient me dire eh mec, t'as fait de la merde là. Là, là, ça va me faire chier, tu vois. Et par Mhm. contre, si j'ai fait un truc que je trouve mais chambé, où vraiment je suis satisfait à 100%, et en général je donne le meilleur, donc je fais un truc où je suis pleinement satisfait et qu'on vient me dire c'est pourri, bah, je vais juste dire bah désolé frère, j'ai pas ta sensibilité, tu vois, dommage, c'est dommage, t'es passé à côté, mais moi ça va absolument rien me faire, et à contrario, le contraire est aussi valable, c'est-à-dire que si je fais de la grosse merde et qu'on vient me dire ah putain mec c'est trop bien et tout, je vais pas gober, je vais instantanément, enfin moi-même je vais dire c'est de la merde putain, et intérieurement je vais dire putain, et donc du coup j'ai beaucoup de ouais ça vraiment ça me glisse, mais alors comme t'as même pas idée. Et la question de la légitimité, en fait, bah, c'est pareil. Je sais que je suis légitime, en fait. En vrai, j'acte de cinéma depuis que j'ai 8 ans. J'ai vu un nombre incalculable de films. J'ai fait de la direction d'acteurs. J'ai fait le conservatoire. J'ai fait des milliards de trucs. Enfin, tu vois, j'ai prouvé à moi-même que j'étais capable. J'ai même fait un long métrage, bon, même s'il n'est pas sorti. Mais je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de tout faire. Tu vois, de cogiter au scénar, d'avoir le film dans la tête. Parce que ça, avant de le faire, tu peux pas savoir. Tu vois, c'est De Palma qui dit ça. Il dit si vous n'avez pas votre film dans la tête, ne shootez pas. Tu vois. Et donc moi, j'avais cette grande crainte de me dire mais mec, c'est pas possible, tu vois, d'avoir tout dans la tête. Et en fait, si, en fait, quand t'écris le scénar, quand tu fais l'adaptation, quand t'es là, que tu fais ton découpage, ton machin, ton truc, et en fait, j'avais le film dans la tête. J'avais tout, et je savais diriger les trucs, je savais parfaitement ce qu'il fallait faire, où aller, faire quoi, etc. Je suis fait pour ça, en vérité. Donc, je le sais. Et tous les gens autour de moi, les gens de ma famille, voilà, finalement, ce sont les seuls avis qui m'importent. Tu vois, la vie de mon père et de ma mère, en vérité, et de ma femme, quoi, d'une certaine façon, et de quelques amis. Et eux, je les ai scotchés pareil. Parce que, tu vois, parce que, il y a ça aussi, ça m'a, je pense, pour répondre à ta question, parce que j'ai beaucoup de confiance, mais tu peux quand même avoir des doutes tant que t'es pas passé à l'action. Mais à partir du moment où tu passes à l'action et que tu te prouves à toi-même qu'en fait, c'est ton truc, c'est comme la première fois que j'ai fait une mise en scène. Par exemple, j'ai fait Andromaque, tu vois, Racine, tu te dis, enfin, tu vois, tu vas dans le mur, tu vois, tu te dis, c'est trop gros pour toi, tu vois, et quand tu y arrives, après, en fait, tu te débarrasses d'un poids, quoi. Tu te dis, non, en fait, c'est bon, c'est facile. Et en fait, c'est facile pour moi. Tu vois, l'analyse, c'est facile. Quand je regarde un film, je me souviens de tous les plans, même des années plus tard. Euh, je me suis rendu compte de plein de trucs. Tu vois, par exemple, quand tu regardes un film avec quelqu'un qui n'a pas l'œil, par exemple, d'une certaine façon, il va regarder le film et toi, instantanément, tu vas te dire là, il y a ça, là, t'as vu le reflet, le machin, le truc. En fait, tu vois tout. Tu vois absolument tout instantanément. Et si tu le dis à quelqu'un qui a l'œil, donc il va dire ah ouais, t'as vu, putain, c'est horrible et tout. Et un mec qui a pas l'œil, il va même pas savoir de quoi tu parles. Tu vas dire mais de quoi tu parles?
Et, alors que pour moi, c'est évident. C'est évident je veux dire, mais mec, t'as forcément vu de quoi je te parle. Et c'est ça, en fait, dont je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que la légitimité, elle vient de là, quoi. En fait, c'est naturel. En fait, c'est inné, d'une certaine façon, je sais pas comment dire. Même si, enfin, et du coup, bah, enfin, je sais pas, c'est comme si je savais jouer du solfège, comme si je savais parfaitement mon solfège et que je savais jouer du piano de ouf, et qu'un mec venait me dire, mais mec, tu sais pas jouer de piano. Je lui dirais, bah, si tu veux, je sais pas jouer de piano, mais en vérité, je sais parfaitement que je sais en jouer, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça peut pas m'atteindre. Tu vois, je sais que je chante juste, par exemple. Un mec pourra venir me dire, eh mec, tu chantes faux. Je dis, bah, désolé, non, mais t'as un problème d'oreille, je chante juste. Donc, je pense que peut-être ceux qui ont des problèmes de légitimité, c'est peut-être qu'ils se sont pas encore prouvés à eux-mêmes, euh, tu vois, certaines choses. J'en sais rien. Je dis ça, je les connais pas, hein, mais en tout cas, moi, aucun problème. Tu vois, oh là là, t'as pas vu ça. Enfin, ça me glisse comme l'eau. Tu as touché à YouTube, tu as fait, je crois, 200 et quelques vidéos, tu as 1 million de vues, et maintenant? Maintenant, on va où? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas continuer à rester sur ce décor extrêmement épuré, avec cette casquette, très simple, un film ou un sujet que tu auras choisi de travailler à l'instant, ou de temps en temps, il y a l'actu aussi, c'est tout à fait normal d'ailleurs, c'est légitime. Mais est-ce que tu continues de rester sur cette position-là, ou est-ce que tu te dis, tiens, les choses ont changé rapidement d'ailleurs, ça a évolué assez rapidement. Est-ce que je vais travailler maintenant autrement, ou est-ce que tu vas continuer à rester est-ce que tu vas raffermir ton style? Voilà. Écoute, en fait, je vais faire une petite pique à In the Panda. Non, parce que j'ai écouté l'interview de In the Panda la dernière fois sur les gardiens du cinéma, et il dit un truc qui m'a fait tilter un peu. Enfin, tu vois, il parle de Zoltan, et il dit, ouais, la dernière fois, j'ai regardé une vidéo de Zoltan sur les monstres chez Spielberg, et j'avais l'impression de voir une vidéo filmée en 2013. Tu vois, attends, aujourd'hui, on a une nouvelle technique de montage et tout. C'est quoi ce style et tout. Franchement, ce qu'il dit, c'est hyper pertinent, mais la forme, c'est trop de la merde, tu vois. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. J'avais envie de dire à In the Panda, j'ai envie de le prendre, mec, de lui dire, mais mec, ce que tu fais, c'est de la merde, pareil. Enfin, tu sais, c'est pas méchant, In the Panda, mais on n'est pas des artistes, bordel. Sur YouTube, il n'y a aucun artiste. Moi, je suis allé voir sa vidéo, là, sa dernière vidéo. C'est technique de montage de quoi? T'as mis une petite fenêtre et t'as mis des trucs dessus, mais mec, on en a rien à foutre. Enfin, tu vois, ce n'est pas du tout artistique pour moi. Tu vois, donc le fait de critiquer, enfin, tu vois, je trouve qu'il critiquait Zoltan, mais en fait, il faisait exactement pareil. Euh, quel, enfin, tu vois, en fait, je trouve que les mecs ont le melon de ouf, quoi. Et, tu sais, ils sont là en train de faire, ouais, mais moi je trouve que Facecam, ceci, cela. Mec, qui fait de l'art ici? Qui fait de l'art? Mais personne, quoi. Personne. Franchement, c'est pas parce que tu te mets, enfin, je sais pas, mais tout le monde, hein, même, je sais pas, le Fossoyeur, qui tu veux, hein. Moi, je n'ai vu personne faire de l'art. Tu vois, je vois des trucs parfois très bien faits, des trucs très intéressants, mais comme je te disais au début, c'est amateur pour moi. Tu vois, en fait, pour moi, YouTube, tu peux pas faire de l'art. C'est impossible. Ou alors, tu fais un court métrage, un long métrage, et tu le diffuses sur YouTube à la rigueur. Tu vois, bon, à la rigueur, si tu fais un. Mais le court métrage, il faut que ça soit un putain de court métrage, tu vois. Il faut que ça soit à la hauteur de mes attentes, tu vois. Moi, YouTube, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Tu vois, en fait, c'est pas du tout. Tu sais, je suis pas en train de me prendre au sérieux, de faire ouais, alors attends, ceci, ça. C'est pour ça les gens, enfin, tu vois, le In the Panda qui disait ouais, mais la forme et tout. J'ai envie de lui dire, mais mec, mais on s'en branle de la forme. Ce qui est important dans la vidéo de Zoltan, c'est ses arguments et ce qu'il dit. Quelqu'un s'en fout de ouf, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est pareil, ouais, ils sont face cam. Mais c'est super d'être face cam. Moi, j'écoute des milliards de gens face cam. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argumentation du mec, son discours, son bagou, son charisme, tu vois. Et c'est pas du tout
Enfin, tu vois, un montage avec des images de ouf, machin, mais mec, si t'as Bah, envie, une The Panda, j'ai envie de lui dire, mais si t'as envie de faire de l'art, va faire un film, va faire un long métrage, fais des courts métrages, et ce n'est pas sur YouTube que tu vas faire de l'art, tu vois. Enfin, en fait, je comprends. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc pour moi de melon, de ouais, mais arrêtez quoi, c'est médiocre. Tout, mais c'est pas méchant encore une fois, c'est médiocre, c'est-à-dire c'est amateur, c'est-à-dire tout le monde est médiocre pour moi. est-ce qu'on parle vraiment de cinéma sur YouTube? À savoir, alors ma question est un peu, elle veut dire plein de choses et en même temps elle veut rien dire. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que celles et ceux qui parlent d'un film, lorsqu'ils parlent sur un film, est-ce que on sent une construction, une argumentation bien construite avec des parallèles avec d'autres films, l'intérieur du film, le plan, sans faire. Là, je parle pas comme tu disais, de la forme, hein. Là, je parle vraiment bien du fond, ce qu'ils disent, quoi. Est-ce que selon toi, réellement, on parle vraiment de cinéma c'est Truffaut, hein. Cette phrase, d'ailleurs, elle est extrêmement galvaudée, tellement qu'elle a été réutilisée je ne sais combien de fois, à savoir que tout le monde est critique, tout le monde a deux métiers, le sien et celui de critique de cinéma. Alors que personne se permettrait de vulgariser l'architecture, la peinture, mais le cinéma, il y a quelque chose qui est très mystérieux, peut-être parce que c'est un art du présent et c'est un art populaire aussi à la base déjà, et tout le monde peut parler de cinéma, tout le monde pense parler de cinéma, mais en sculpture, si par exemple demain, j'imagine, Mireille, demain, toi, tu fais un vlog sur la sculpture, j'imagine que tu vas essayer de connaître toute l'histoire, la base, qui ont été les plus grands enfin, alors que dans le cinéma, et je parle pas pour toi, hein, mais dans le cinéma, j'ai l'impression que si on sait pas, si on connaît pas la base, c'est pas grave. C'est pas Ouais, grave. ouais. C'est un truc qui est très mystérieux Mais t'as et tout j'ai du. résumé. Mais t'as tout résumé. C'est pour ça qu'on est médiocre. C'est exactement pour ça. C'est, en fait, non, on parle pas de cinéma. Enfin, tu vois, enfin, par rapport à mon niveau d'exigence, si tu veux. C'est ce Oui, que je te oui. disais. C'est ce que je te disais. Mais les mecs qui parlent de cinéma, en fait, ils écrivent. Et en fait, ils sont pas là, ils sont pas sur YouTube, tu vois. Et en fait, c'est la vulgarisation de l'art, du ciné à plein régime, quoi. Et en fait, euh, les gens, à partir du moment, moi je sais pourquoi, je pense, ça se passe comme ça avec le cinéma, c'est parce que il y a l'identification instantanée. Moi je te parle même pas de catharsis et tout, de défouler des instincts primaires et tout, mais l'identification, c'est-à-dire que quand tu vas voir un film, tu vis une expérience sensorielle à 100%, et donc pour toi elle est intime et vraie et juste. C'est-à-dire que tu ne peux pas remettre en question le sentiment que tu as ressenti. Et si quelqu'un vient te jacter en te disant que ton ressenti c'est faux, tu vas juste lui dire, mais mec, tu dis de la merde. Ce que j'ai ressenti, c'était vrai puisque je l'ai ressenti. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, comme on a un rapport intime avec ce ressenti et cette vérité, eh ben on va parler comme si c'était la vérité. On va dire, bah oui, alors, là, là, là. Et en fait, euh, c'est pour ça que tout le monde s'embrouille sur le cinéma. Parce que, Mm. en fait, on est tous intimement convaincus d'avoir raison. Et quand on te critique sur, en fait, ton ressenti, quelque part, t'as l'impression qu'on insulte ton intelligence, quoi. Et de dire, ouais, mais attends, tu peux pas me dire ça, de toute façon, t'es un connard, t'aimes pas Batman, Dark Knight, t'es un trou du cul. Tu vois, il y a un truc comme ça. Et, euh, et oui, mais moi, enfin, t'as parfaitement raison, quoi. C'est-à-dire que limite, tu te fais insulter, tu vois. Limite, moi j'entends, tout le monde est cinéphile. Mais vous êtes ouf. Tout le monde est cinéphile, mais ça va pas la tête. Tout le monde est amateur de cinéma, oui. Tout le monde aime le cinéma, certes. Tout le monde est cinéphage, peut-être. C'est pour ça que je me considère cinéphage. Tout le monde bouffe des films, oui. Mais être cinéphile, les frérots, c'est-à-dire connaître toute la base et l'histoire, le ressenti, enfin tu vois, avoir fait des analyses et des analyses pendant des années. Et en plus, pour moi, non seulement il faut connaître les bases, après ça c'est une première chose, après il faut les digérer. Donc ce qui prend une deuxième, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est d'abord tu apprends, après tu comprends, après tu digères. Ça c'est une première chose. Deuxième, troisième chose, et puis après, je pense que l'expérience, l'âge
bon, parfois le génie, tu Oui, vois. le temps, le Le temps, le temps, temps. mais bien sûr. Mm. Attends, les Ouais. mecs, il y a des petites 25 ans, de 20 ans, t'as envie de leur dire, les gars, prends un ticket et fais la queue, tu vois, c'est même pas méchant. Tu- tu- enfin, tu peux pas. Et en plus, c'est horrible parce que tu peux pas expliquer ça à un jeune, parce que tant qu'il a pas vieilli, il le sait pas. Tu vois, c'est exactement pareil que, enfin, tu vois, ça nous fait ça à tous. Quand t'as 15 ans, tu kiffes double impact avec Van Damme, c'est ton meilleur film. Et puis quand t'arrives à 30 ans, tu fais, c'est vraiment de la merde. Comment j'ai pu kiffer cette merde? Ben en fait, t'arrives à 45 ans, c'est pareil. Tu te dis, putain, mais ce que je pensais à 30 ans, c'est vraiment de la merde, quoi. Comment j'ai pu penser à un truc aussi con, tu vois? Et j'imagine que quand tu arrives à 65 ans, c'est pareil. Tu dis, putain, à 50 ans, j'étais vraiment un connard, tu vois. Et donc, du coup, il y a un truc enfin, enfin, c'est pareil, la critique, je trouve qu'il. Après, je trouve qu'il faut avoir un certain âge, un certain bagou, une culture non seulement cinématographique, mais aussi littéraire. Tu vois, il faut avoir lu, etc., etc. Et on va dire que le seul mec sur YouTube qui peut vraiment m'inspirer, où je peux me dire, ouais, lui, putain, c'est pas mal quand même. C'est Anal Génocide, tu vois. Anal Ah Génocide, oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. parce que Oui, il oui, a une oui, putain de culture littéraire et ça se voit, enfin, tu vois. oui, oui. Même s'il en joue et qu'il se fout un peu de ta gueule avec, mais je veux dire, Oui, mais il fait ça 5 minutes et après sa voix se voilà, radoucit et tu puis. vois, justement, il te prend pas pour un con, quoi, tu vois. Et en gros, quand tu te fais bâcher par un génocide, tu peux juste fermer ta gueule. Parce que le mec te démonte, tu vois, tes arguments pourris, les uns après les autres, quoi. Et, euh, et donc, moi, je me considère pareil que la plupart des gens, on est des amateurs qui ne faisons pas d'art, qui parlons de cinéma avec bagou, avec peut-être, tu vois, un peu de charisme, un petit peu de drôlerie. Voilà, donc on est des entertainers, mais on est digne du journal gratuit dans le métro, quoi. Et j'aime bien lire le journal gratuit dans le métro, tu vois. Ça n'a aucun autre, si tu veux, pour moi, aucune autre valeur que ça. C'est juste que tu peux très bien aimer. Je veux dire, il y a énormément de gens qui lisent le 20 minutes dans le métro. C'est cool. T'es là, t'as les informations, tu vois. Ah, tu vois, c'est marrant. Et voilà. Et ça n'a, tu vois, pour moi, ça n'a aucune autre conséquence que ça, quoi. Si tu commences à te dire, ouais, mais alors attends, machin. Et donc, du coup, je suis parti en digression de ouf parce que ce que tu me disais, c'est ce que tu vas continuer à faire ce que tu fais ou pas. Donc, je pense que je vais essayer de faire évoluer les choses. Donc, pour peut-être, par exemple, faire un petit peu mieux formellement, peut-être avoir un meilleur décor, tu vois, je sais pas, mettre un meilleur éclairage, acheter peut-être un micro, parce que là, je fais directement avec le micro. Du coup, j'ai pas un son tip top. Et c'est vrai que quand tu as une voix un peu plus grave, c'est quand même assez cool. Bon, voilà. Il y a des petites choses, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi surtout, c'est ce que je raconte. Donc, tu vois, est-ce que je vais faire du montage, est-ce que je vais faire de ce, peut-être, possiblement, ça pourrait m'arriver, euh, voilà, d'avoir envie de faire un petit court métrage, un petit machin pour m'amuser. Mais surtout, c'est jouer sur la forme. Tu vois, c'est jouer sur la forme. Euh, donc, je pense pas que trouver des petites choses rigolotes, mais juste fun en fait. Fun, s'amuser, surfer avec ce qui se passe. Mais voilà, si j'ai envie de faire de l'art ou si j'ai envie d'être plus professionnel, je vais faire un truc professionnel. Je vais pas, je vais faire un, voilà, je vais faire un cours, je vais faire un long, ou je vais faire une pièce de théâtre, où là, je me considère artiste. Parce que là, je le fais vraiment au sérieux et je me prends la tête. Là, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais je, je, je travaille même pas, en vérité. Si je veux être tout à fait honnête avec toi, je ne travaille pas. Ça prend du temps, c'est-à-dire c'est du travail, hein, monter, machin. Mais intellectuellement, c'est pas du travail. C'est peanuts, quoi. C'est je réfléchis 2 secondes, je fais allez, vas-y, tu vois. Alors je réfléchis tout le temps, mais je veux dire, si je devais vraiment, parce que moi j'entends parfois, ouais, j'ai un mois de réflexion, de montage, je fais, les gars, arrêtez, un mois de machin, arrêtez tout de suite, quoi. Ouais, il y a vraiment, donc le truc de reconnaissance, enfin je sais pas, écoute, moi je suis, enfin en tout cas je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que c'est n'importe quoi.
il n'y a aucun critique de cinéma sur YouTube. En tout cas, moi, j'en ai pas vu. Et que les mecs s'autoproclament cinéphiles alors qu'ils ne le sont pas. Et ça reste amateur. Et amateur, c'est pas un gros mot, hein. Moi, j'ai fait du théâtre pro et du théâtre amateur, et j'ai pris plus de plaisir en faisant du théâtre amateur que du théâtre professionnel, quand je dirigeais des amateurs, par exemple. Parce que justement, le truc qui est excellent avec les amateurs, c'est qu'ils n'ont pas les contingences financières sur le cul. Et donc, du coup, ils sont libres de ce facteur-là. Tu vois, libre de oui, mais machin, il est payé tant et ceci et cela. Tu vois, en général, ça brouille un peu le truc. Alors qu'en général, les amateurs font les choses par plaisir, uniquement parce qu'ils ont envie de le faire. Et donc, en général, c'est beaucoup plus agréable. Et voilà. Mais qualitativement parlant, si on tentait d'une certaine façon de dire que la critique, enfin comme l'art en général, hein, c'est censé quand même faire progresser l'être humain et de le changer un petit peu, ben, on est peanuts, c'est de la merde. Enfin, moi ça me semble évident.